Mesdames et messieurs, bonsoir. Vendredi 13, voici les titres du journal. 3 jours de débat, de concertation et d'échange d'idées, d'expériences. Les rideaux sont tombés sur le 5e symposium Mine Guinée. La promotion du secteur minier a été au centre de gravité de la rencontre. Distinction honorifique pour le commandant de la force paix, le général de brigade Ibrahima Balidé. Le fanion d'honneur du mérite lui a été remis ce matin par le programme de renforcement des capacités pour la paix. Des innovations dans la gestion des bâtiments de l'État. Tout le patrimoine public sera désormais informatisé. Le patrimoine bâti se met à l'heure du changement. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. D'autres informations compléteront bien sûr cette édition dont je vous donnerai les détails dans un instant. Bienvenue dans ce journal. Les travaux du 5e symposium Mine Guinée ont pris fin au Palais du Peuple. Il a été question pendant 3 jours de passer en revue tous les problèmes liés à la promotion du secteur minier guinéen et d'évaluer les progrès de l'industrie minière de la Guinée. Alpha Kabiné Koulibaly. Le 5e symposium Mine Guinée 2011 a regroupé tous les géants du monde minier. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a débattu de la problématique du développement durable et de la valorisation des ressources minières en Afrique et plus particulièrement en Guinée. Placé sous le signe Mine Bonne Gouvernance et Développement Durable, 3 jours de travaux en plénière ont permis à ces spécialistes du secteur minier de passer en revue la problématique de l'activité minière en Guinée et de poser les bases d'une réflexion collective et constructive pour une solution durable au paradoxe guinéen, pays potentiellement riche, population économiquement pauvre. Les représentants des différentes sociétés minières ont tour à tour présenté leur société avant d'expliquer la collaboration avec les communautés environnantes. Total n'a pas hésité à s'éloigner de son cœur de business pour participer au développement. La société a ainsi énormément investi dans les projets sociaux, prenant une part active à la remise en état d'édifices religieux comme les mosquées. Il va jusqu'à payer le pèlerinage à la Mecque si on envoie certains musulmans de Guinée. La problématique de la nouvelle politique minière, la révision du code minier et d'autres questions liées à la promotion du secteur minier guinéen ont été débattues par les participants. À la lumière des débats, des recommandations ont été faites pour une meilleure gestion des ressources minières en harmonie avec les exigences des populations dans la perspective d'un développement durable intégré. Le 5e symposium international a permis de formuler les recommandations suivantes. 1. De la politique minière, le SMG 2011 encourage l'État à mettre au mieux les dispositions du projet de nouvelle orientation de la politique minière pour la mettre en adéquation avec le programme de développement économique du gouvernement, avec un accent particulier sur la bonne gouvernance dans le secteur minier. Le SMG 2011 encourage à cet effet le ministère des Mines et de la Géologie à réunir régulièrement sous sa présidence les anciens cadres du secteur minier ainsi que d'autres personnes ressources pour examiner les grandes questions liées à l'activité minière. 2. Du cadre législatif et réglementaire. Adoption dans les plus brefs délais des codes miniers et pétroliers ainsi que les textes d'application respectifs par les organes compétents, gouvernement, Conseil national de transition. L'État doit prendre toutes les mesures appropriées et nécessaires en vue de garantir une plus grande sécurité des investissements en général et ceux miniers en particulier. Je serais encore heureux d'avoir un jour de plus pour vous connaître davantage, pour vous dire que ce pays est ouvert à toutes vos activités entrepreneuriales dans le cadre du développement et de la valorisation du secteur minier guinéen. Le Premier ministre chef du gouvernement a mis un accent particulier sur l'importance d'une telle rencontre internationale sur le secteur minier guinéen. Je note avec satisfaction que durant vos travaux, les dimensions sociales, économiques et environnementales n'ont pas été occultées. Bien au contraire, des propositions constructives ont été faites sur, premièrement, l'exploitation rationnelle des ressources humaines et minières,
Deuxièmement, la réalisation des infrastructures de base. Troisièmement, le renforcement des capacités. Quatrièmement, la transparence et la bonne gouvernance dans la collecte, la gestion et la répartition des revenus issus de l'activité minière. Cinquièmement, la préservation de l'environnement pour un développement durable. Sixièmement, la concertation et la bonne collaboration avec les communautés abritant les sites miniers. Enfin, la création de la valeur ajoutée. L'industrie minière doit être intégrée dans nos économies locales. En effet, les opérations minières engendrent des besoins dont la satisfaction devra permettre la création d'un tissu économique propre à élargir le cercle des bénéficiaires. Dans ce dispositif, les communautés devront trouver leur compte afin qu'elles se reconnaissent dans les sociétés installées sur leur terroir. S'agissant du domaine spécifique de l'exploitation minière artisanale, qui procure des revenus à une couche importante de nos populations, nous devons améliorer et développer cette activité. Il nous reviendra donc d'entreprendre sa modernisation afin d'accroître son impact sur les revenus de nos États et de nos populations. La protection de l'environnement devra aussi nous inspirer pendant l'élaboration des politiques, la négociation des contrats et leur mise en œuvre. Il en sera de même pour les questions liées à la gestion de l'après-mine. Enfin, la mise en valeur de nos ressources minières en vue d'un développement durable ne doit pas être l'apanage d'un seul segment de la société. Elle doit inclure l'État, les partenaires sociaux, à savoir les syndicats et la société civile, etc. Sur un plan purement stratégique, il est important que les pays producteurs de matières premières, notamment ceux d'Afrique, approfondissent la réflexion sur l'opportunité de, premièrement, la création d'une bourse régionale des matières premières et de sous-traitance industrielle. Deuxièmement, la mise en place de véhicules et d'instruments appropriés, répondant aux exigences des marchés financiers. Troisièmement, de la création d'un centre d'études stratégiques des ressources naturelles se fondant sur une meilleure connaissance de leur potentialité. Enfin, l'harmonisation de leur politique et la préparation d'un programme régional de développement du secteur minier. Ce symposium a également permis aux participants de jeter un regard sur le secteur minier guinéen, d'évaluer les progrès de l'industrie minière et de créer les opportunités d'affaires. Voilà, mesdames et messieurs, vous aurez plus de détails sur ce 5e symposium qui a pris fin donc au Palais du Peuple, certainement sur des notes de satisfaction. Ce sera dans notre rubrique l'invité de la rédaction avec Fanasma, qui a reçu pour vous le secrétaire général du département en charge des mines. La première dame de la République, fidèle à sa vision humanitaire et sociale, a fait aujourd'hui une visite de courtoisie au département des affaires sociales, promotion féminine et enfance. Madame Diané Kondé entend en effet pérenniser ses activités en faveur des femmes, des enfants, mais aussi des personnes déshéritées. Adama Magasuba. Dans le cadre d'un partenariat fructueux entre la Fondation Kondé Kaba pour la promotion de la santé maternelle et infantile avec le ministère des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, la première dame de la République a procédé à une visite de terrain ce vendredi matin au département dirigé par Madame Chérif Nantou Konaté. Madame Kondé Kaba et sa suite ont été reçues dans la salle de réunion de ce département situé au 6e étage de l'immeuble CNLS. Là, le cabinet de Madame la ministre, les différentes directions de son département et l'essentiel du personnel étaient présents pour recevoir la première dame de la République. C'est Madame Nantou Konaté, Chérif, ministre d'État aux Affaires sociales, qui a planté le décor. La première dame de la République a, dans un langage cordial, indiqué l'objectif de sa visite dans ce département consacré à la promotion de la femme et de l'enfant. Un département qui emploie 1264 fonctionnaires de tous corps confondus, avec plus de femmes au poste de décision, selon le secrétaire général. La visite de ce matin s'inscrit dans un canevas de ma fondation en vue de sceller les relations franches et fructueuses avec le gouvernement pour le bien-être de nos populations. Vos départements sont des partenaires privilégiés de la Fondation Kondé Kaba pour la promotion de la santé maternelle et
infantile, FCDK Prosmi. Rassurez-vous que nous nous mettrons à vos côtés pour bénéficier de vos cumuls d'expérience et de vos conseils avisés pour réussir nos différents projets au profit des Guinéennes et Guinéens. Mesdames et messieurs, l'union fait la force, elle l'a dit tout à l'heure la ministre d'État. Et je suis certaine que si nous conjuguons les mêmes efforts, le défi du président Alpha Condé ne sera pas vain. Vous menez un combat très difficile, mais j'ai foi en votre grande volonté et votre sens élevé de responsabilité pour matérialiser le changement tant attendu par toute la nation. Avec votre permission, sachez que ma fondation se tient à votre disposition dans la réalisation des missions qui vous sont assignées. En ma qualité de première dame de Guinée, je vous exhorte à redoubler d'efforts pour offrir une vie meilleure à nos familles. La femme et l'enfant guinéens vous en seront reconnaissants. Nos hommes travailleront en toute quiétude pour le développement durable tant souhaité. Qu'il me soit permis en tant que présidente de la Fondation Prosmi de réitérer notre volonté d'œuvrer dans l'accomplissement de vos objectifs. La visite a commencé par le bureau exécutif de la directrice de la protection sociale et le bureau des sectionnaires des chargés d'études. Dans ce bureau, plus de 30 personnes sont entassées. Elles travaillent en se relayant sans toilette. Les archives croulent sous le poids de la moisissure dans un coin du bureau. Les femmes se regroupent autour des tables vétustes et des chaises des années 40, tout cela dans une chaleur torride. La direction nationale de l'enseignement préscolaire a aussi reçu la visite de Mme Guéné Condé, accompagnée de la ministre d'État et de la ministre déléguée des Affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance. Elles étaient étonnées de voir des travailleurs amassés dans un bureau vétuste et dépourvus de courant électrique. C'était la section placement enfance en danger et adoption. De Kaloum, la première dame et sa suite se sont rendus au centre d'appui à l'autopromotion féminine de Cameroun, jadis centre de promotion féminine CPF, créé en 1973, qui a changé de nom en 1994 avec l'évaluation institutionnelle de la Banque mondiale pour devenir le CAF de Cameroun. L'un des premiers centres de formation des femmes de Guinée qui a formé plusieurs jeunes femmes en couture, broderie, alphabétisation. Malheureusement, ce centre est laissé pour compte de nos jours. Il est dans un état de délabrement avancé, les murs lézardés, le plafond éventré, bref, un centre qui connaît d'énormes difficultés, parmi lesquelles le manque criard d'équipement. L'état actuel du CAF de Cameroun est une menace pour son existence. La dégradation est tellement poussée qu'il donne l'image d'un lieu sinistré. De Cameroun, le cortège s'est ébranlé vers le centre-ville afin de visiter le CAF de Kaloum. Dans ce centre, les femmes font de leur mieux pour conserver les lieux. Depuis 1972, vous existez et vous tenez toujours. Ça, c'est réconfortant et pour le ministère et pour le nouveau gouvernement. Nous allons essayer, dans la mesure du possible, d'aider votre centre. On a intérêt à le faire parce que s'il y a les formations ici aussi et la petite formation à la gestion, ça c'est très intéressant de le savoir parce que bientôt nous allons tenir un atelier de 3 jours avec tous les groupements de femmes, toutes les ONG de femmes, toutes les associations de femmes. Donc, notre priorité par rapport à l'argent qu'on va donner au ministère des Affaires sociales, c'est de former les femmes à la petite gestion avant qu'on leur donne l'argent. Il faut qu'on tienne bon. Je vous remercie et on reviendra vous voir parce que vous faites du beau travail. Au terme de la tournée, Mme Condé Guéné Kaba a fait son constat. Un peu choquée de voir dans les conditions dans lesquelles travaillent ces braves femmes. Émerveillée parce que malgré tout, le peu de moyens qu'elles ont, elles font quand même du travail d'excellence. Tous les ouvrages que nous avons vus le démontrent. Choquée parce que les conditions de délabrement
très difficiles m'ont mis dans un état un peu second, mais je les félicite quand même et les demande de bien tenir. Ça ne saurait tarder. Elles ont eu la chance d'avoir un ministre d'État et un ministre délégué qui sont des femmes de combat, de terrain. Donc je pense qu'elles ne vont pas rester longtemps dans le dénouement. Avec cette visite de la première dame de la République et des ministres en charge des affaires sociales, de la promotion féminine et de l'enfance, les différentes directrices des centres visités espèrent obtenir une assistance du département et des partenaires pour la rénovation et l'équipement de ces structures en vue de les adapter à la nouvelle réalité du marché. Les départements ministériels se succèdent à l'hémicycle devant les commissions de travail du Conseil national de la transition pour défendre leur budget sectoriel. Pour l'année 2011, le budget global s'équilibre en recettes et dépenses à plus de 8 000 milliards de francs guinéens. Le compte-rendu de François Lamant. Si la loi de finances est une expression chiffrée de la politique générale du gouvernement, il appartient au Conseil national de la transition qui est investi du pouvoir législatif de s'assurer de la conformité et de l'adéquation de cette expression chiffrée avec les priorités du moment. C'est cet exercice que se livrent depuis mercredi les membres du CNT. Les 159 membres du Conseil national de la transition repartis dans 9 commissions de travail reçoivent les départements ministériels pour débattre ensemble de leur budget sectoriel, volet recettes. La commission économie, finances et plans, commission de fonds a déjà examiné le budget global de l'année 2011 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 8 000 milliards de francs guinéens. Les cadres du budget ont déjà été reçus pour élucider le bien fondé de la loi de finances 2011. La commission finances a également écouté les cadres du ministère du Plan. À la commission défense et sécurité, le ministère de la Défense nationale était mobilisé ici pour défendre son budget sectoriel volet recettes. Le ministre de la Justice, en présence des cadres de son département, a également été reçu à la commission constitutionnelle. De même, la commission suivi et évaluation du processus électoral, en particulier la CENI, a successivement reçu 3 ministères, la pêche et l'environnement. Les priorités des départements de l'hôtellerie, urbanisme et habitat sont déjà défendues dans la commission suivi action gouvernementale. Les questions relatives à l'information et à la culture ont déjà fait l'objet de fructueux échanges dans la commission communication du CNT, sans oublier le ministère du Travail et de la fonction publique qui a défendu son budget volet recettes dans la commission réconciliation nationale et droits de l'homme. Il ressort donc des débats que tout est prioritaire. Nombreux sont d'ailleurs les départements qui plaident pour un budget consistant en vue de faire face aux véritables problèmes de développement. Le débat sur le volet recettes du budget est cet autre exercice qui explique ici la mobilisation des départements ministériels auprès des membres du CNT à la recherche d'innovations appropriées dans la mobilisation des recettes pour le compte du budget 2011. Le général de brigade Ibrahim Baldé, commandant de la FOSPEL, a reçu ce matin le fanion d'honneur du mérite, initié par le programme de renforcement des capacités pour la paix. Cette distinction est une récompense remarquable de la contribution du commandant de la FOSPEL au processus électoral dans la paix. Abdraman Kouladjanlo. Organisée par le programme de renforcement des capacités pour la paix, la présente cérémonie vise à décerner le fanion d'honneur du mérite au commandant de la FOSPEL pour sa contribution de qualité au développement du processus électoral dans la paix et la sécurité. Une occasion que l'administrateur général du programme de renforcement des capacités pour la paix a mise à profit pour situer l'événement dans son contexte. L'initiative de la distinction du fanion d'honneur du mérite nous permet de manifester la reconnaissance due aux personnalités et les institutions qui ont su forcer les circonstances pour soutenir l'avènement d'une Guinée débarrassée de la haine et des violences sociales, politiques, religieuses ou ethniques. De son côté, le premier vice-président de la CENI a, au nom des 25 commissaires de l'institution, adressé ses remerciements et sa reconnaissance aux récipiendaires pour son courage et sa détermination à assurer la paix. Nous devons de vous dire que cet homme qui était le commandant de la FOSPEL a été un bon soldat
au service de la nation. Après avoir procédé à la remise officielle du fanion d'honneur du mérite aux récipiendaires, le ministre délégué de la Défense nationale a, au nom du président de la République et du Premier ministre et de l'ensemble des forces armées et des partenaires au développement, adressé ses félicitations au commandant de la FOSEPEL pour sa remarquable contribution au développement du processus électoral dans la paix et la sécurité. Le président de la République, issu de l'élection présidentielle démocratique, fait de la mission des forces de défense et de sécurité une priorité pour garantir les institutions républicaines, la promotion de l'état de droit, de la justice et de la gouvernance. Très réconforté par cette distinction, le commandant de la FOSEPEL l'a dédié à toutes les forces de sécurité avant de réitérer sa reconnaissance aux autorités de la transition et au président de la République pour la confiance renouvelée en sa modeste personne. Je mesure le poids de la responsabilité face à cette confiance renouvelée qui pèse sur moi pour la sauvegarde des acquis précieux de la démocratie et m'engage à relever les défis de sécurité des échéances législatives, communales et communautaires prochaines vers lesquelles nous avançons d'une part et d'autre part aux défis liés à la criminalité, au terrorisme, à la circulation des armes légères, à la lutte contre la drogue, les stupéfiants et la délinquance économique. C'est dans une ambiance bon enfant que cette cérémonie a pris fin ici dans la salle du 2 octobre au Palais du Peuple. Restons avec les hommes en uniforme pour signaler que le chef d'état-major par intérim de l'armée de mer a procédé ce mercredi à l'installation des nouveaux inspecteurs des postes d'appui des débarcadères de Koya et d'Ubreka. Il s'agit du commandant Abousouma pour Koya et du lieutenant-colonel Nyanzoui Mami pour la préfecture de Dubreka. Sergent Lamine Sana Kamara pour le compte-rendu. Pour davantage renforcer la sécurité et de lutter efficacement contre les sorties frauduleuses des denrées de première nécessité autour de Conakry, l'état-major de l'armée de mer a envisagé de créer des postes d'appui dans les débarcadères de Koya et de Dubreka. C'est pourquoi le chef d'état-major par intérim de la Marine nationale a entamé cette série de prises de contact pour non seulement installer les inspecteurs chargés désormais de diriger ces PA, mais aussi d'attirer l'attention des autorités de ces localités de leur présence. Les nouvelles autorités ont décidé de renforcer les débarcadères. Parce que comme vous le savez, nous avons le trafic de drogue, nous avons le coulage pétrolier, nous avons la piraterie. Et tout ça commence à partir des débarcadères. Comme c'est la mer, c'est notre mission, nous venons du côté de la mer pour soutenir dans cette mission. Donc nous comptons sur vous pour la bonne collaboration qui a toujours existé entre nos unités. Donc le colonel, le commandant Abousouma sera l'inspecteur, c'est-à-dire l'officier de liaison entre les autorités civiles et militaires de Koya et l'état-major de l'armée de mer. Après avoir présenté le nouvel inspecteur de Dubreka aux autorités comme à Koya, le colonel Fombara Diomandé a transmis le même message. Satisfaite de la démarche, Madame le préfet de Dubreka rassure que cet inspecteur bénéficiera de son appui. Nous travaillons en symbiose avec les services de sécurité qui sont là. Il y a une très bonne et franche collaboration entre nous. Donc nous espérons que si la marine vient s'ajouter à ça, ça ne fera que renforcer le dispositif sécuritaire que nous avons ici à tous les niveaux. Et monsieur l'inspecteur, nous sommes entièrement à votre disposition. Il est à noter que l'installation de ces PA de la Marine nationale dans ces deux localités est une première. Après Koya et Dubreka, la mission a également procédé ce matin à l'installation des inspecteurs dans les différents débarcadères des 5 communes de la capitale. Le patrimoine bâti se met à l'heure du changement. En effet, 8 sous-commissions nationales viennent d'être créées pour apporter des innovations dans la gestion des bâtiments de l'État. Parmi ces innovations, il y a la numérisation des archives. Tout le patrimoine public sera désormais informatisé. Alia Kamara pour ce compte rendu.
Cette informatisation est le tout premier acte posé par la Commission nationale d'assainissement du fichier de recensement du patrimoine immobilier de l'État. L'objectif est de reconstruire la mémoire du patrimoine bâti. Les archives seront scannées et soigneusement gardées pour éviter qu'elles tombent, comme d'habitude, dans les mains des vendeuses de cacahuètes. Nous sommes en train de mettre tous les dossiers concernant les bâtiments administratifs dans un fichier numérique qui nous permettra d'avoir une connaissance sur les bâtiments administratifs, sur les locataires, sur les différents contrats établis entre ces locataires et le patrimoine bâti public. Cette première étape concerne la commune de Kaloum. 32 dossiers sont en cours de traitement, depuis les contrats de location jusqu'aux baux commerciaux, en passant par les constructions privées. Remarque, plusieurs bâtiments étatiques avaient été détournés faute de documents. Dans les livres fonciers, beaucoup de pages ont été déchirées. C'est seulement à l'Institut de géographie que certaines archives ont pu être retrouvées et pulvérisées pour des fins d'exploitation. La sous-commission archivage numérique poursuit son travail. On est beaucoup avancé parce qu'on a 2 sessions par semaine. Chaque mardi, on se retrouve et chaque vendredi, on se retrouve également pour en tirer leçon et faire d'autres propositions plus concrètes. Ce travail d'informatisation, qui s'étendra sur toute l'étendue du territoire national, devra aider les générations futures à savoir ce qui est à l'État ou pas. Autre défi à relever pour le patrimoine bâti, c'est de pousser ceux qui occupent les bâtiments étatiques à en prendre le plus grand soin. Le gouverneur de la ville de Conakry, en compagnie du secrétaire général de lutte contre la drogue et les crimes organisés, a procédé à une vaste opération de déguerpissement au port artisanal de Temeneta. Ce débarcadère était devenu en fait un lieu de drogue, mais aussi de comportement peu reluisant pour l'image de notre capitale. Le compte-rendu de Moussa Bangoura. Du port de pêche artisanal de Teminetaï, déclenché par le gouverneur de la ville de Conakry. À ses côtés, le secrétaire général chargé de lutte contre la drogue et des crimes organisés. Ce débarcadère, situé entre les quartiers Koulewondi et Teminetaï, ne donnait une image peu reluisante à la capitale. Partout, les taudis et les cabarets sont érigés. Plus de 1000 personnes venues de plusieurs quartiers de Conakry vivaient à cet endroit. Parmi elles, peu de pêcheurs. Selon les sources d'information, le port de Teminetaï était devenu un lieu de prostitution et de drogue. C'est pourquoi les chefs de quartier de Teminetaï et Koulewondi ont salué et apprécié cette opération de déguerpissement. Ce déguerpissement est salutaire pour tous les citoyens de Koulewondi et de mon voisin de Teminetaï. Parce que c'est un nid que l'État est en train de détruire dans Koulewondi. Il y avait l'insécurité ici. Quand le chef de quartier dort, il a tout son esprit au port là. Il ne sait pas ce qui va se passer d'ici le matin. Maintenant, c'est un sentiment de satisfaction que nous avons. Nous encourageons monsieur le gouverneur et M. Kagoro de continuer cette action-là jusqu'au bout. Avec l'appui du gouvernement, je crois qu'ils ne vont plus revenir. Ça, c'est un nid qu'on ne peut pas contrôler. On a déposé personne ici. Je ne sais pas qui est qui. On a même fois essayé de recenser les gens, on n'arrive pas. Déterminé à débarrasser notre capitale de ces endroits pareils, le gouverneur de la ville de Conakry et le secrétaire général chargé de lutte contre la drogue et des crimes organisés ont affirmé que cette opération sera continuelle pour lutter contre l'insécurité et la drogue. Un appel que je lance à la population guinéenne et à tous les occupants des bras de mer, toutes les places maritimes des 5 communes de la ville de Conakry, de Temeneta jusqu'à kilomètre 36. Ceux qui ont construit, qui ont transformé en buvette, qui ont transformé dans un bar, hôtel, qui ont construit des maisons, qui ont chassé l'eau. Et tous ces éléments, dès maintenant et dès demain, il n'a qu'à commencer à enlever les tôles. Parce que ces actions, ce n'est pas le feu de paille. Et ça, c'est notre mot d'ordre. Tout Conakry sera assaini.
Où les gens ont occupé anarchiquement le domaine public de l'État, c'est-à-dire le domaine maritime, nous allons tout faire déguerpir tous les lieux. On va identifier tous les points pourris là demain. Et le lendemain, après-demain, il y a une campagne. La campagne ne va pas s'arrêter. Tant que les gens ne quittent pas, la campagne continue. Il faut reconnaître aussi qu'hormis la prostitution et la drogue, le port artisanal de Teminetaï était très sale. L'état d'immondice entassé ça et là. Cela constituait une menace pour la santé des populations. Le combat pour l'autosuffisance alimentaire, la leçon semble être comprise par de nombreux cadres et opérateurs économiques. En effet, la Société agricole de Guinée, créée par 3 nationaux, vient d'entamer ses opérations culturelles à Bolonka, dans la préfecture de Bofa. C'est 110 hectares de riz qui seront mis en valeur pour cette première phase. Le reportage de Demba Doumbia. Bolonka, une localité de Koba dans la préfecture de Bofa. Ses habitants vivent essentiellement d'agriculture. Des hommes limités dans leurs efforts par le manque de moyens de production pour la mise en valeur de leur domaine rizicole. Ce qui nous fatigue ici, c'est le travail à la daba. Mais la daba ne peut pas nourrir la famille. Les problèmes de domaine cultivable ne se posent pas. C'est plutôt le manque de moyens de production appropriés. L'arrivée de l'entreprise agricole Swagi, fondée par 3 citoyens dans la contrée, a constitué un motif d'espoir pour les populations. Notre souhait est que la société qui vient d'arriver puisse mettre en valeur tous nos domaines agricoles. Nous sommes disposés à mettre à leur disposition toutes les plaines de Koba en vue de faciliter la nourriture des populations. Cette entreprise agricole, disposant de 2 tracteurs, a entamé au mois d'avril dernier le labour de cette plaine couvrant plus de 150 hectares. On a visité ici, on a trouvé vraiment c'est une terre qui est bonne. On est venu demander les chasses d'ici. Il nous a bien accueillis. J'ai fait commerce plus de 20 ans. Mais l'agriculture, les petits temps que j'ai fait dans l'agriculture, comment les gens sont bénéficiés, les paysans sont bénéficiés avec moi, c'est ce que j'ai vu, vraiment c'est important. Les actionnaires de la Swagi sont déterminés à contribuer à l'autosuffisance alimentaire, à la lutte contre la pauvreté en dépit de certaines contraintes auxquelles ils sont confrontés. La Swagi a cultivé cette année dans ce domaine aménagé de l'ex-Sigikoda 10 hectares de riz, une variété chinoise dont le cycle végétatif est de 4 mois. Un exemple à suivre. Le nouveau gouverneur de Farana, Elhadj Thierno Ousmane Diallo, a pris fonction mercredi dernier dans les locaux du gouvernorat de Farana. Cette cérémonie a mobilisé l'ensemble des élus locaux, mais aussi les responsables à tous les niveaux. Le compte rendu de Modi Nourou Diando. C'est devant les fonctionnaires du gouvernorat de la région administrative de Farana et les préfets de Daboula, Kissidougou, Farana et Dinguiraï, mais aussi les responsables de la société civile et les responsables religieux que cette cérémonie de passation a débuté au Sankara. L'état de droit doit être perçu par vous comme une de vos priorités absolues, en lien étroit avec tout ce que vous avez dit. Naturellement, le préalable, c'est la paix, sans laquelle rien n'est possible à Farana. L'unité de mesure de la valeur du chef s'exprime par le degré de la satisfaction qu'il procure à sa population. Cette cérémonie pleine de signification a permis aux 2 gouverneurs sortants et entrants de procéder à la signature des procès-verbaux et par la même occasion, le gouverneur entrant Elhadj Thierno Ousmane Diallo a précisé. Je rendrai grâce à Dieu et je remercierai le professeur Akonde qui m'a confié cette lourde mission. En même temps, je suis très heureux d'être à Farana. Je suis heureux d'être à Farana parce que l'objectif que je me fixe, c'est de servir l'État et de servir les populations. Évidemment, il y a beaucoup de choses à faire et je vais en sorte
qu'avec l'appui de la population, avec l'appui des cadres, que le travail soit fait. C'est par la visite des locaux par le nouveau gouverneur de Farana et son installation que cette cérémonie a pris fin ici, dans la région administrative de Farana. Dans son programme de prise de contact avec les collectivités décentralisées de sa préfecture, le nouveau préfet de l'Elouma a effectué une visite de travail à Madansara dans une des sous-préfectures relevant de sa juridiction. Aux populations de la localité, il a transmis le message de paix et de réconciliation nationale du chef de l'État. Le compte-rendu de Cheikh Sanko. Accompagné de son épouse et de quelques cadres de la préfecture, le nouveau préfet de l'Elouma est venu transmettre le salut et la reconnaissance du professeur Alpha Condé, président de la République, aux braves populations de Mandassara. Cette visite qui dénote tout l'intérêt que les nouvelles autorités accordent aux populations du pays profond a été saluée par le sous-préfet et le président de la CRD de Mandassara. C'est conscient de l'importance des objectifs fixés par le gouvernement que les citoyennes et citoyens de ma sous-préfecture ont la volonté de participer pleinement à la mise en œuvre du programme de développement socio-économique, culturel et même spirituel. Plusieurs autres porte-parole, notamment des cadres, des jeunes et des sages, ont dépeint la situation de la localité qui se trouve confrontée à d'énormes difficultés. Dans un langage essentiellement basé sur la réconciliation, le pardon et l'acceptation de la différence, le nouveau préfet de l'Elouma a invité l'ensemble des populations à se mettre dans la dynamique du changement. Qu'on ait voté pour lui ou qu'on n'ait pas voté pour lui, considérons que c'est notre président et travaillons la main dans la main. Ce n'est pas pour son bonheur, mais c'est pour notre bonheur à nous tous. Et par conséquent, nous devons être avec lui. Je vous en prie, soyons avec lui et travaillons avec lui pour le bonheur du peuple de Guinée. Une séance de travail avec les élus locaux et les cadres de l'administration de la sous-préfecture ont clôturé la visite de Sayola Tolno, le nouveau préfet de l'Elouma, ici à Mandassara. Voilà, mesdames et messieurs, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité dans notre pays. Avant de nous séparer, je vous donne le contenu de deux communiqués. Le bureau exécutif du Conseil national de la transition a l'honneur d'informer les conseillers nationaux du CNT que la cérémonie d'ouverture de la session budgétaire aura lieu le lundi 16 mai 2011 à 10 h dans l'hémicycle du Palais du Peuple. À cette occasion, le bureau exécutif du CNT invite cordialement les personnalités ci-après à prendre part à la dite cérémonie. Ce sont Son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef de gouvernement, Monsieur le Premier président de la Cour suprême, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Madame la Présidente du Conseil national de la communication, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Grand Chancelier des ordres nationaux du mérite, Monsieur le médiateur de la République, Leur Excellence, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, consuls et représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Monsieur le chef d'état-major général des armées, Messieurs les chefs d'état-major particuliers, Messieurs les directeurs nationaux de la police et de la douane, Mesdames et Messieurs les maires des 5 communes, la presse publique, privée, internationale. Par ailleurs, le bureau exécutif du Conseil national de la transition rappelle aux citoyens que les séances plénières sont publiques. Conakry, le 13 mai 2011, signé le deuxième vice-président, Elhadji Mamadou Saliou Diallo. En application des dispositions de la loi relative au compte unique du Trésor, la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique informe les organismes publics concernés par la loi de la mise en place des mesures pratiques suivantes. 1. Organismes publics personnalisés, entreprises
public, établissement public à caractère industriel et commercial, établissement public à caractère administratif et collectivité locale. Petit a, ouverture dans les livres de la BCRG de comptes bancaires libellés en francs guinéens et éventuellement en devises sur lesquels seront transférés les soldes créditeurs des comptes clôturés. B. Toutes les opérations d'encaissement et de décaissement se feront à travers ces comptes. C. Les opérations de décaissement s'effectueront conformément à leur plan de trésorerie à travers des virements bancaires ou par chèque BCRG mis à leur disposition. Grand 2, organismes publics non personnalisés, services publics administratifs, projets et programmes publics et de développement sur financement interne. Petit a, ouverture dans les livres de la Pairie générale du Trésor de comptes de dépôt sur lesquels seront transférés les soldes créditeurs des comptes clôturés. Petit b, toutes les opérations d'encaissement et de décaissement se feront à travers ces comptes. C. Les opérations de décaissement se feront par l'intermédiaire du payeur général du Trésor, soit par virement bancaire ou par chèque BCRG délivré par le payeur. Tous les organismes publics concernés par ce communiqué sont invités à prendre contact avec la Direction nationale du Trésor et de la comptabilité publique délivrée par le payeur. Signée donc la directrice nationale, Madame Abou-Khalil Madou Tam. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Ça a été un plaisir pour moi de vous servir. Si Dieu le veut bien, Inch'Allah, nous serons de nouveau ensemble demain encore à 19h et à 20h30 pour d'autres informations. Merci de nous avoir accordé votre attention. Bonne suite de programmes télévisés et excellente soirée à vous tous.